Du coup, là, on parle de jeux d'horreur. Alors de jeux vidéo, mais pas que, puisqu'on a déjà parlé notamment de jeux de société. À côté de ça, donc, Salomé Neuvière, évidemment. Bonjour. Où tu écris de l'horreur, tu masterises des jeux de rôle plutôt orientés horreur, avec Myr notamment, qui est plutôt assez costaud, dont on a parlé dans un épisode il y a un petit moment dans Un pixel près. Et à côté de ça, tu as un double diplôme en littérature moderne et criminologie. C'est ça. Donc ça te fait une espèce de profil un peu rigolo, évidemment, pour pouvoir parler de ce sujet-là. Et effectivement, on avait parlé de Phasmophobia, dans le côté multijoueur, tout ça. Sur Radio Clapas, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois de ce jeu qui est quand même développé par une personne à la base. Qui est un jeu de coopération où en fait il va falloir comprendre l'entité qui hante les lieux, comprendre sa nature. Est-ce que c'est un simple fantôme ? Est-ce que c'est un poltergeist ? Est-ce que c'est un obaké, ce qui veut dire que les comportements sont différents ? C'est ça. L'entité va réagir différemment à notre voix, parce que du coup le jeu nous entend, et va réagir différemment aussi aux équipements électroniques qu'on va pouvoir apporter. Donc il y a vraiment une idée de survie, sauf que il n'y a pas de moyens face à la confrontation, c'est-à-dire que hormis à la rigueur l'encens qui va nous faire gagner un peu de temps. C'est ça, c'est juste en fait pour détourner, on avait parlé de Dead by Daylight avec les palettes que tu peux renverser sur le tueur, on avait parlé donc effectivement dans Phasmophobia où effectivement t'as l'encens, je crois que tu as la croix aussi qui te permet d'empêcher une chasse, voilà, ce genre de choses. Donc ça va être effectivement des petits subterfuges mais qui te font juste gagner du temps, quoi. C'est pas impossible d'éliminer l'entité, quoi. C'est impossible, effectivement, d'autant plus que on n'est pas là pour ça. Non, c'est on n'est pas SOS Fantôme, on est là pour préparer en fait finalement l'équipe qui va arriver ensuite. C'est ça. C'est assez terrifiant. C'est ça, c'est du jeu d'enquête en fait, et ce qui est assez intéressant, c'est que l'enquête, enfin tout ce qui va être réflexion et ainsi de suite, c'est dans certains jeux, c'est étroitement lié à l'horreur justement, et c'est ça que j'aime beaucoup dans Phasmophobia, c'est que c'est pas juste de la chasse aux fantômes façon on va dire à la Supernatural, avec on va détruire le spectre, tout ça et tout. Attention, c'est je sais pas, une Banshee, dans ce cas-là c'est cette arme-là qu'il faut. Non, c'est vraiment comme tu disais, on prépare la prochaine équipe. En fait, on enquête justement pour apporter les éléments et dire voilà, on a eu ça comme phénomène, on a pris des photos, on a plein de petits défis dans la partie, voilà, donc pour nous c'est ça. Et effectivement, à la fin, on a vraiment notre salaire si c'était le bon spectre et ainsi de suite. Donc, Et ce que j'aime bien, tu l'as bien mentionné, c'est un jeu alors qui se décrit lui-même comme horreur psychologique, mais où il n'y a rien à détruire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Non, oui. Là où, justement, Resident Evil, où on va prendre même Dead Space, il y a toujours une idée du héros, plus rarement de l'héroïne, mais ça arrive aussi, qui doivent détruire quelque chose et non pas comprendre quelque chose. Puis même dans les combats, c'est très violent quand on regarde Resident Evil par exemple, ou quand on regarde Dead Space. Enfin, il y a vraiment, alors après c'est de la survie, donc forcément c'est une lutte acharnée, mais on a effectivement des protagonistes qui sont particulièrement violents, véhéments. Donc Phasmo, au-delà du fait qu'on marche très bizarrement dedans, c'est sûr qu'on n'est pas spécialement menaçant ni destructeur, quoi. C'est ça. À rigueur des fois peut-être un peu klepto, puisqu'on peut récupérer des objets dans le camion, mais c'est tout, quoi. Oui, on pourrait récupérer notamment les photos de chiens. Il y a des cadres photos, vous avez des chiens et des chats dedans. Ils sont tout mignons, vous pouvez les piquer. Ça vous rapporte aucun point. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il n'y a aucun succès à débloquer. Non. Rien. Mais moi, j'adore. Mais ça décore le bureau dans le dans le camion. Mais après, par contre, tu les gardes pas pour la prochaine partie, ce qui est dommage. Oui, c'est ça. C'est comme les bières que tu peux ramasser, puisque quand tu vas sur
il y a différents lieux qu'on peut visiter et il y a 3 fermes différentes, 3 fermes où il y a plein de bières en canette ou en bouteille. J'adore récupérer toutes les canettes possibles et les mettre sur le clavier dans le camion vous servant à monitorer en fait l'équipe, à savoir aussi où en est le fantôme d'un point de vue d'activité. La santé mentale aussi. Et de la santé mentale, puisque en fait, tant que vous êtes au-dessus des 60% en moyenne, vous ne craignez rien, hormis une petite exception parmi les fantômes, mais bon, ça c'est vraiment pas de bol. Mais par contre, si vous descendez en dessous des 50, là ça veut dire que c'est open bar pour le fantôme, qui va pouvoir décider de chasser à peu près quand il veut. Ça peut être compliqué si par exemple vous avez affaire à un démon qui peut chasser plusieurs fois d'affilée, des choses comme ça. Ça peut être très très sport, surtout si vous n'avez pas encore compris où il est. Oui. Il y a une espèce de course contre la montre entre l'entité qui va vous mettre des coups de pression pour faire baisser votre santé mentale. C'est ça. Et vous qui essayez de trouver où c'est. Donc c'est très très drôle, quoi. Et c'est vrai que on parle de ça, on parle évidemment en termes de côté horreur, je pense confrontation directe. À l'opposé de Phasmophobia, on a notamment tout ce qui est Left 4 Dead, où on est à 4 toujours, on est contre l'ordinateur, donc on est en pleine coopération, sauf que là on y va à grands coups de fusil à pompe, dynamite et autres joyeusetés contre des zombies qui arrivent en mode aléatoire. Donc il faut réussir à aller de l'autre côté. Mais c'est pas ce jeu-là dont toi tu aimerais nous parler, parce qu'il y a un jeu avant Phasmophobia qui pourtant a remué quand même et la scène indépendante et la scène du jeu d'horreur. Il y a un jeu qui était sorti en 2010, c'est Amnesia, The Dark Descent, et toi tu y as joué. Oui. Et est-ce que ça a été le premier de ces jeux-là auxquels tu as joué, ou est-ce que... Non, j'avais joué déjà à des jeux d'horreur. J'avais fait très tôt les Resident Evil et les Silent Hill. On va dire qu'effectivement, c'est mon premier jeu d'horreur indépendant. Même s'il se joue pas en ligne, je l'avais découvert avec des potes et en fait, on lançait la partie en même temps et on essayait d'avancer en même temps. Par exemple, s'il y en a un qui avait fini, par exemple, d'explorer une zone et tout, il mettait sur pause, il attendait que les autres, arrive au même point et tout ça. Donc on jouait un peu en parallèle en fait, même si ce n'est pas du multi. Donc j'ai plus de bons souvenirs, on va dire, dans cette ambiance-là, très très drôle, parce que quand on entend les autres avoir peur et tout ça, en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Ah bah après il va se passer ça et tout. Donc il y a ce côté justement un peu cohésion malgré tout. C'est presque comme si vous regardiez une série en étant au téléphone tous ensemble. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'était non, il y avait vraiment des bons fous rires et tout, parce que c'est alors Amnesia est très doué parce que c'était effectivement c'était un jeu indépendant qui a une qualité assez dingue, parce que le jeu, la map est gigantesque en fait. Il y a beaucoup de choses à explorer. Alors, on peut, skipper tout ce qui va être lecture et tout, mais on trouve énormément de documents pour essayer de comprendre de ce qui s'est passé. Pour résumer très rapidement l'introduction, en fait, on se réveille, je crois que ça se passe au 19e siècle dans un château en Allemagne, en tout cas donc dans l'Empire allemand à l'époque, et on joue donc un gars qui s'appelle Daniel, qui ne se souvient plus de ce qu'il a fait, il se souvient plus pourquoi il est là, il se souvient juste qu'il doit aller dans les sous-sols du château retrouver Alexander. Qui est Alexander ? On ne sait pas. En fait, donc, et sauf que sur le chemin, on est assailli par des monstres et tout qui sont là, donc donc il y a aucun moyen de se défendre dans le jeu. Donc c'est de la fuite, faut se cacher, j'ai essayé de balancer des objets sur les monstres, ça ne fonctionne pas. J'avais essayé de balancer un tonneau, je crois, un moment sur un monstre dans un couloir d'une prison. Enfin, ça n'a eu absolument aucun succès, ça ne l'a même pas ralenti. Donc c'est vraiment le jeu n'est pas fait en fait pour se défendre. Pourtant il y a on trouve des objets coupants, on trouve des objets pourtant qui pourraient nous aider, mais non, c'est pas du tout l'intention du jeu. Et il faut justement fuir jusqu'à trouver cet objectif, donc dans les sous-sols, et retrouver Alexander. Et c'est l'histoire d'Amnésia entre guillemets qui a intrigué donc beaucoup de monde à l'époque. Il y avait eu énormément de succès par les premiers youtubeurs à l'époque qui faisaient, donc voilà, puisque c'est un phénomène qui est assez rigolo, c'est que les gens jouent peu aux jeux d'horreur eux-mêmes. Ils aiment bien par contre regarder d'autres personne y jouait. Et nous, c'est vrai que quelque part, on avait réussi un peu à se motiver, à dire non, allez hop, on le fait chacun de son côté et tout, mais en parallèle, au micro, etc. Donc voilà, c'est...
Et comment, d'un point de vue de simple curiosité en termes de mécanique, une fois que les monstres te voient, comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est trop tard? Alors, il y a pas mal de choses mises en place dans le jeu. C'est que quand les monstres te voient, il faut fuir. Il faut fuir. Alors, il y a la seule chose qui peut les ralentir, c'est de refermer les portes derrière soi. Donc, c'est une habitude qu'on prend très vite dans le jeu. C'est dès qu'on rentre dans une pièce, on ferme la porte derrière soi. Donc, parce que des fois, il y a des petits moments comme ça, justement scriptés, où, par exemple, on rentre dans une pièce, on ferme la porte derrière soi, on commence à fouiller les étagères et là on tombe sur une lettre, attention, révélatrice, et une fois qu'on a fini la lecture, qu'on range l'objet dans l'inventaire, là on entend justement des coups contre la porte et le monstre qui est en train de défoncer la porte pour rentrer. Donc si on ne ferme pas la porte, forcément le monstre open bar rentre et puis nous attaque tout de suite, quoi. Donc c'est une tactique qu'on adopte très très vite. Mais par contre, il y a deux éléments. Alors, les monstres peuvent pas nous one-shotter, en fait. Ils ont besoin de plusieurs coups pour nous tuer. Mais par contre, il y a aussi à gérer la santé mentale, en fait. Donc on a ces deux facteurs à prendre en compte, à gérer pendant toute la partie. Donc la santé physique, bien évidemment, si on se fait frapper trop de fois, on décède, on voit tout rouge, on court de moins en moins vite, voilà, les assez classiques. Par contre, au niveau horreur, ce qui est pas mal, enfin au niveau psychologie mentale, c'est que il faut perpétuellement être dans la lumière. En fait, si on reste dans le noir trop longtemps, en fait, notre personnage finit par devenir alors fou. Il reste contrôlable, mais on commence à avoir des apparitions, par exemple des insectes. On a l'impression qu'ils nous, qui parcourent notre visage, ce genre d'éléments. Par contre, utiliser de la lumière, bien évidemment, c'est attirer l'attention des monstres. Donc ça va être justement de jongler entre tout ça, justement d'essayer de se mettre dans la lumière le plus possible le temps que notre personnage Daniel reprenne son souffle avant de partir à nouveau en expédition. Alors après, on a de quoi se soigner, on a de quoi, voilà, que ce soit au niveau mental ou santé physique. Mais voilà, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte finalement. Et ça, c'est vrai que c'était assez surprenant qu'ils aient pensé à tout ça pour du jeu indépendant, avec, comme je disais, des graphismes quand même bien. Enfin, c'est vraiment très séduisant. Il y avait une très bonne atmosphère, les musiques aussi, le design des monstres. Enfin, il y avait vraiment un gros travail dessus, et le succès est quand même mérité, quoi. C'est assez curieux parce que quand le jeu est sorti, comme tu dis, il y a tout un tas de personnes sur YouTube qui ont joué à ce jeu, qui ont commenté, etc. Oui. Il y a beaucoup de... je me rappelle, il me semble que c'était l'un qui était Racide, notamment, qui avait joué en ayant des voix ultra aiguës parce qu'ils avaient peur tout le temps. Et oui. Du coup, ça donnait un truc qui était à la fois horrifique, à la fois très drôle. Parce malheureusement, pourquoi est-ce que vous regarderiez quelqu'un d'autre jouer ? C'est tout simplement de se délecter, effectivement, comme tu disais, de leur sursaut à eux. C'est ça. Et c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui a changé aussi dans la perception de ce qui était possible sur ce genre-là dans l'indépendant. C'est, tu disais, le côté, alors en plus on est à la première personne, oui. Il y a un côté un peu réaliste, c'est ça. Château, très couleur ocre en plus. Oui. Et avec une carte gigantesque. Est-ce que pour toi, quand tu y as joué, tu as compris justement l'engouement, ou est-ce que tu t'es dit ça fait partie, ça a sa place dans un genre, ou est-ce que vraiment tu t'es dit en tant que jeu indépendant, c'est déjà impressionnant ? Alors, en tant que jeu indépendant, c'est impressionnant parce que je crois qu'en plus c'était le premier jeu justement de ces personnes qui finalement en ont sorti d'autres, il me semble. Enfin, c'est de mémoire. C'était Frictional Game. Je crois que c'était leur deuxième. Non, ils avaient déjà sorti, il me semble, est-ce que c'était un jeu en 2007, en 2008. Ils avaient sorti Penumbra. Ah, c'est ça. C'était suite à Penumbra et tout. Donc, et Penumbra qui était aussi un gros succès, alors que je n'ai pas encore fait, malheureusement. Mais voilà, c'est ça. C'est que c'est vraiment indépendant, et leurs deux premiers jeux se sont vraiment inscrits dans le genre, finalement. Après, je pense que le succès vient aussi du fait que, contrairement à tous les jeux qu'on a cités en début d'émission, qui étaient très portés sur l'action, sur la confrontation, la violence, tout ça, ce n'est pas le cas de Penumbra et d'Amnesia, en fait. On est victime de ça. On est justement, on ne peut pas se défendre et on ne peut que fuir. Et je pense que ça contrebalançait avec tous les gameplays que pouvaient nous proposer les studios, justement.
tout autour. Donc je pense aussi que ça avait apporté un peu de renouveau là-dessus et un certain changement. Donc ce qui faisait plaisir à l'époque. Ouais, on revenait sur notamment le tyran et le némésis de Resident Evil 2 et 3 où justement on a cette créature implacable, sauf que cette fois-ci on n'a pas moyen en fait de s'en défaire puisque Némésis notamment on pouvait si on lui infligeait suffisamment de dégâts ça suffisait. Alors c'est ça des combats timés en fait. Ouais. Il fallait survivre pendant un certain temps. En fait ils avaient comme si c'était une barre de santé mais en fait une fois qu'ils atteignaient cette zéro c'était ils mouraient pas, mais par contre il y avait une cutscene, effectivement on voyait le monstre partir finalement et on se demandait où est-ce qu'il va et tout, quand est-ce que je vais retomber dessus, ou quand est-ce qu'il va me tomber dessus. Il partait bouder. Trop de munitions dans le torse. Je suis pas payé pour on ça. On est marre. Non voilà, c'est pour ça. Donc c'est ça, mais c'était timé quoi, c'était pas on comprenait que c'était scripté et que c'était pas vraiment aléatoire quoi, donc fallait survivre le plus longtemps possible, habituellement vider ses chargeurs et tout le plus longtemps, voilà, c'est moi je me rappelle de scènes comme ça où j'avais plus de munitions, je me disais bon, la cutscene n'arrive pas, bon on va y aller au couteau hein. Ah oui, d'accord. Ça se passait pas très bien. Rarement, on est bien d'accord. Bah, justement, par rapport à ça, en termes de jeux indépendants d'horreur, alors là on est sur un sous-genre de sous-genre quand même, oui. mais qui a un succès certain, qui en plus a influencé en fait finalement d'autres types de jeux, voire même le cinéma, oui. puisque on est je pensais à Five Nights at Freddy's, où on est sur un jumpscare où il faut se suivre des animatronics, des espèces de marionnettes animées dans une pizzeria alors qu'elles bougent, et il faut les suivre à la caméra pour pas se faire prendre. Évidemment, depuis, il y a eu d'autres déclinaisons de ce genre-là. On parlait dans le genre qui a vraiment remué la scène, c'était Amnesia. Mais toi, ça n'a pas été celui qui t'a le plus choqué, entre guillemets. Oui, c'est pas celui qui t'a le plus marqué. Ça a été une grosse découverte, c'est vrai, et c'est plus un côté admiratif pour effectivement un studio indépendant, en fait, de se dire waouh, comme quoi il y a des joueurs passionnés qui peuvent nous sortir un titre comme ça, qui a pas à rougir face à des plus grosses licences. Mais Amnesia, je l'ai fait donc avec des amis, je l'ai fait ensuite un peu plus tard toute seule et tout pour vraiment m'immerger dans le jeu, mais je le refais pas régulièrement, on va dire. Alors que à l'inverse, celui qui est sorti, je crois en 2013, si je dis pas de bêtises, Outlast, où pour moi, là, pour le coup, c'est ça a été une grosse claque en fait. Donc alors peut-être parce que l'histoire d'Outlast, en tout cas le premier, j'ai pas encore fait le deuxième. Le premier m'a déjà amené assez d'émotions comme ça, je digère avant le 2. Mais en fait, voilà, on est un journaliste qui entend parler de mauvais traitements dans un asile psychiatrique et il se rend donc dans cet hôpital pour mener son enquête. Donc il y va, il gare sa voiture devant et là on rentre par la fenêtre pour avec juste la caméra récupérer des preuves de ces mauvais traitements. Sauf que il a des convictions de journaliste, mais il a pas le sens du timing, parce que quand il arrive, les patients se sont tous échappés, ont tué des gardes, ont tué les médecins, ont tué les infirmiers. Et ils sont tous en train de courir dans les couloirs. Donc, sauf que nous, on est rentrés un peu plus ou moins par effraction. Et on n'arrive pas à ressortir, en fait. Donc, et on va essayer de mener l'enquête tout en essayant de survivre. Donc là, encore une fois, aucun moyen de se défendre. Il y a juste de la fuite. Et comme on est face à des patients, certains sont dans des états catatoniques, en fait. Donc, ne vont pas réagir quand on va passer devant eux. Mais ça... pour le savoir, faut passer devant eux, quoi. Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'ai joué au jeu, il y a une scène comme ça qui dès l'introduction, en fait, dans une espèce de télé. Les 3 patients sont assis devant une télé, en fait. Et j'étais en mode, je vais pas rentrer.
Et je fais le tour, mais j'ai fait le tour pendant une demi-heure. Je crois que j'ai pas le choix, en fait, il va falloir que j'y aille. Et on passe devant pour accéder à la porte qui est de l'autre côté de la pièce. Et les mecs ne réagissent pas. Parce que j'ai vu cette scène où ils regardent la télé, il y a la neige dessus. C'est ça. Et ils regardent fixement cette télé, et il faut passer entre eux et la télé. Oui. Il faut vraiment littéralement passer devant la télé. Oui, mais même quand tu refais le jeu, si tu veux te poser face à eux accroupis et puis tout ça, ils ne réagiront pas. Ouais. Ce n'est même pas en plus une question de non, tu peux te poser devant eux, ils ne réagiront pas en fait. Et ça crée des moments d'angoisse vraiment terribles en fait. Parce que tu dis ça justement parce qu'il y en a qui vont réagir. Exactement. Il y en a un, tu vois, dans une prison à un moment, enfin dans toute une section avec des cages et tout, qui nous suit en fait. Donc le mec nous suit, il fait rien d'autre. Je me suis jamais arrêtée pour voir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il nous pousse, est-ce qu'il nous donne un coup, est-ce qu'il irait juste planter devant. Je n'ai même pas osé m'arrêter pour voir ce qu'il allait faire. J'ai même pas osé. Peut-être nous offrir un cadeau. Oui, d'accord. Disons que j'ai vu quelques images du jeu. Vu l'ambiance, disons que le cadeau, ça pourrait être une tête découpée d'un garde ou quelque chose comme ça. Ils sont quand même très très spécifiques. On a des thèmes abordés aussi alors c'est pas pour les âmes sensibles, parce qu'on a donc la maltraitance bien évidemment. Donc dans les traitements et tout, mais on a des passages de nécrophilie, on a des passages de cannibalisme, on a des passages. Donc c'est vraiment un jeu qui va au bout, contrairement en fait, et en plus qui est dans une certaine mesure qui va être assez réaliste en fait dans les vices comme ça humains, tout ça, ce qui n'était pas vraiment le cas d'Amnésia. Donc, et je pense que ce contexte de psychiatrie m'a parlé plus forcément puisque j'ai une certaine affinité avec tout ce champ d'études, et c'est pour ça que pour moi, Outlast, même si les gens du métier diront oui, c'est très cliché et tout, un asile comme ça, avec de la maltraitance, etc. Mais c'est vraiment bien amené en fait. Et je trouve qu'on a une mise en scène de la folie qui est vraiment assez percutante. Oui, là où, puisque là on entre à pieds joints dans l'horreur, alors que avec Amnésia, on est plutôt justement dans l'épouvante. Et encore que, puisqu'on a le monstre en face de nous. Ouais, je dirais que c'est de l'horreur aussi, mais on va dire qu'il est un peu plus gothique. C'est un peu plus gothique, avec le grand château, des monstres réellement monstres. C'est plus dans ce côté-là. Alors que Outlast, des fois on ouvre une porte et puis là on a 5 ou 6 fous qui nous courent après et on comprend très bien qu'ils veulent nous démembrer, quoi. Et là où justement on a eu ensuite vers 2015-2016 plutôt des jeux comme Layers of Fear où on allait aussi avoir, alors bon il y a Soma d'un côté où on garde le côté horreur, mais Layers of Fear qui toi aussi t'a marqué mais d'une autre façon. Oui. Par rapport à sa narration, son immersion. C'est ça, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus mélancolique en fait, beaucoup plus triste dans sa narration. Tous les jeux qu'on a abordés, c'est beaucoup de la survie, de la confrontation, de l'angoisse, on va dire assez violente. Là, dans Layers of Fear, on est plus sur quelque chose de doux en fait presque, dans le sens où dans Layers of Fear, donc on est un peintre veuf et on essaie de recomposer les souvenirs de sa femme décédée en fait qui a été défigurée suite à un incendie, tout ça. Donc enfin vraiment une histoire très dramatique, et au joueur de décider si le peintre l'aime encore et souhaite garder les souvenirs les plus anciens, le début de leur amour, ou si au contraire il ne l'aime plus et que il a un rejet d'elle en fait. Donc mais ça aura ses conséquences. Donc et c'est vrai qu'on est sur quelque chose de de mélancolique, d'assez calme finalement, ironiquement. Ouais, même s'il y a des passages plus assez surprenants quand même qui vont sursauter. Mais il n'y a pas cette idée de la confrontation continue avec l'horreur, que ce soit visuel ou que ce soit justement avec ce monstre entre guillemets qui va nous pourchasser. On pourrait dire qu'il y a confrontation mais avec une personne qu'on aime, ce qui change complètement le combat. Ouais. Oui, ça change tout. Ouais. C'est assez joli et puis c'est surtout que c'est intéressant parce que derrière il y a une idée de comprendre l'autre avec le A majuscule, ce qui revient finalement à la logique de Phasmophobia. C'est ça. Plutôt que de forcément l'affronter ou de vaincre. Exactement. Quelque chose autre que finalement soi-même c'est ça. Ou ses propres peurs, quoi. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on voit aussi un petit peu apparaître. Au final on revient un peu dans cette confrontation très
très morbide, mais aussi dans la logique avec des jeux comme justement ce jeu où on est confronté dans la morgue. Ah tiens, je l'ai plus là. Mortuary Assistant, ouais. Voilà. Où du coup on essaye de s'occuper du corps de quelqu'un dans une morgue. On essaye simplement d'enregistrer en fait les nouvelles personnes arrivantes, hein, c'est comme ça. C'est juste que il y a un démon qui va jouer avec nous. Et pareil, on n'a pas tellement de moyens de se protéger. C'est juste que là on va se retrouver sur un côté très viscéral où il va utiliser justement les nouvelles personnes arrivantes pour nous traumatiser. Pour se manifester, voilà. Effectivement, toi, il y a un genre justement, si tu devais choisir entre justement Outlast et quelque chose de plus contemplatif, voire même mélancolique, comme on en avait parlé sur Vanishing of Ethan Carter. Est-ce que tu as un choix, Outlast, une recommandation? J'adore ce jeu parce que j'adore tout ce qui est horreur, hein, mais Outlast, c'est le seul jeu effectivement qui a réussi à me faire peur de bout en bout. Je me faisais des sessions de 20 minutes et pas plus en fait, parce que je me disais waouh, stop. J'ai réussi pourtant à le finir 2 fois, hein, donc comme quoi c'est voilà. Peut-être une 3e fois où j'aurai enfin tous les trophées, mais la version cauchemardesque, j'ai pas envie de la faire. Non, c'est pour les jeux d'horreur, je dirais que c'est un peu comme les films d'horreur. Pour moi, une histoire d'horreur qui réussit, c'est une histoire qui a réussi un peu à me tirer les larmes, dans le sens où j'ai besoin en fait de voir un côté, on va dire émotionnel en fait, où vraiment on comprend l'histoire du personnage qu'on incarne ou dont on assiste, où on assiste à son histoire. Pour moi, voilà, c'est ça. Donc j'avoue que Layers of Fear, même si je l'ai fait qu'une fois, il répond un peu à ces critères. Et même si j'avais déjà conseillé Silent Hill 2, il y a d'autres opus de la saga comme ça que je conseille. En fait, notamment le 8 qui a été décrié de façon assez injuste, Silent Hill Downpour. Qui est en plus production d'un petit studio, et un peu comme pour Amnesia, je trouve qu'ils ont fait un boulot fantastique pour une saga aussi énorme, et je trouve que l'histoire renouvelle énormément la saga. En tout cas, merci de venir avec ces jeux-là, parce que moi, je pourrais pas. J'y joue pour toi. C'est gentil. Mais effectivement, voilà, ça permet d'apporter aussi ce sujet-là, parce que il y a des gens qui aiment le côté puzzle, etc., et d'autres qui vont plutôt y préférer la partie justement horreur. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Salomé. Merci à toi. Et puis, j'espère à très bientôt. À très bientôt.